C'est reparti pour un autre bel épisode du Carnet du Manager Balado. Je vous rappelle que tout ça est possible grâce à nos partenaires que je voudrais absolument saluer maintenant, entre autres lepointdevente.com. Lepointdevente.com est un système de billetterie et de gestion d'événements qui répond aux plus hauts standards de l'industrie, à l'écoute des organisateurs depuis 15 ans, en plus d'être une entreprise d'ici. Lepointdevente.com est bâti d'une équipe de passionnés de l'événementiel et offre des solutions sur mesure, s'adaptant aux différents besoins des diffuseurs et artistes. C'est simple, flexible et sécuritaire. La plateforme permet de vendre des billets et générer des revenus pour votre événement en quelques clics seulement. Quand on veut une billetterie de confiance, on pense à lepointdevente.com. N'hésitez pas à les contacter. Et je remercie un autre de nos partenaires annuels, Desjardins Caisse de Québec. La Caisse de Québec, c'est notamment une équipe de 12 administrateurs, près de 120 employés et qui accompagne plus de 53 000 membres au quotidien. Et pour continuer dans les chiffres, la Caisse Desjardins de Québec a versé en 2023 un montant record de 1,1 million de dollars pour soutenir concrètement 167 projets, événements et organismes de notre communauté. On est vraiment fiers de compter sur le soutien d'une caisse super impliquée dans son milieu pour les arts et correspondant directement à notre mission d'outiller les artistes et d'inspirer le grand public. Prenez le temps d'aller visiter caissedequebec.com. Juste avant de te présenter, parce que même les gens te connaissent depuis très longtemps, je veux juste remercier ceux et celles qui continuent de venir écouter les différents épisodes parce que, tu sais, on le sait avec les balados, c'est souvent la personne qu'on connaît qui nous intéresse, qu'on y va, puis là, éventuellement, l'offre est grande. On va dans le back catalogue, comme on dit. Fait que continuez, on est un jeune balado, une jeune plateforme à vous abonner sur les différentes... justement, les différents réseaux où on est. Fait que bref, on est vraiment content de vous savoir là. Les partenaires aussi qui sont avec nous, Desjardins, Caisse de Québec, aussi lepointdevente.com qui ont embarqué dès le départ sans trop savoir ce qu'on faisait. Fait que on les remercie d'être là. Marina. Puis moi, je vous dis merci de m'inviter. Ben là, on est content. Je suis content qu'on ait la chance de s'organiser. Je pense que la dernière fois qu'on a fait ça, c'était dans un meeting de Rock Détente. C'est ça, hein? C'est ça que tu disais. Je me suis rendu compte vite que tu étais quelqu'un qui aimait toucher les gens. Je l'ai vu encore. Je me suis fait mettre la main sur la cuisse de même. Puis là, Marina a fait « Je m'excuse, c'est correct. » Je dis « Écoute, moi, là, Émilie Bordelot vient de me toucher la cuisse. Je peux mourir. » Fait que j'étais content. Mais moi, je vais te dire, j'ai beaucoup souffert pendant la pandémie. La distanciation, là, j'ai trouvé ça difficile. Puis je trouve que ça a laissé des séquelles. On dirait que ça a changé notre façon d'interagir, la pandémie, à cause de la distanciation, puis les masques, il fallait pas qu'on se touche. Puis c'est fou ce que ça a créé. C'est drôle, hein, parce que moi, j'ai eu l'impression, en tout cas, personnellement, je sais pas si c'est là où j'étais rendu dans la vie aussi. Je passais le cap de la quarantaine depuis la même chose, mais on dirait que ça m'a donné une certaine... pas une froideur, mais peut-être une espèce de... retenue? Une retenue. Oui. Ouais. Je te crois, je trouve que ça a fait ça à tout le monde. Puis moi, je suis une toucheuse, je suis une fille physique, tu sais. Toi, je t'ai gardé loin, là. Oui, c'est ça. non. Hey, Marina, pour vrai, on va faire le tour un peu de ton parcours de vie, mais de carrière, assurément. Puis c'est fascinant parce que, jeune fille, t'as commencé à faire du mannequinat un peu, puis rapidement, t'es devenue comédienne dans un rôle qui a marqué ta vie. Puis, lancer compte, là. Suzy Lambert, c'est quelque chose, c'est une légende, Suzy Lambert, aujourd'hui. Tu as évolué dans tout ça, fait de l'animation également, plusieurs distinctions, dont une qui est assez surprenante, mais quand même qui a dû vraiment venir te fouetter, qui est devenir membre de l'Ordre du Canada. C'est quand même pas rien. Tu as une carrière tellement remplie que cet été, tu vas avoir droit à ton grand bien cuit. Oui, à Québec, au Grand Théâtre de Québec. Puis là, tu ajoutes une corde à ton arc qui a surpris quand même le grand public. Peut-être pas les gens qui t'entourent, mais c'est-à-dire de devenir en plus chanteuse. De sortir un album. De sortir un album. De la misère à dire que je suis chanteuse. On va en parler de ça. Reconstruire les saisons. Tu vas avoir une tournée avec ça. C'est extraordinaire. Puis ça m'amène à dire, avec toi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a
pas de frontières, il n'y a pas de balises et tu es en train peut-être de prouver qu'au Québec, même si tout est un peu compartimenté, en tant qu'artiste, tu peux t'accomplir et ce, de façon vraiment exceptionnelle dans plusieurs Merci sphères. beaucoup. Ben, je pense qu'au Québec, tu sais, le milieu est petit. Fait que je pense qu'il faut essayer de diversifier nos activités. Je pense qu'en même temps, il ne faut pas s'éparpiller. Il y a tout ça le danger aussi de s'éparpiller. Oui, je pense qu'il faut y aller une chose à la fois. Je pense que c'est plus une chose à la fois que trop d'affaires en même temps. Tu sais. Je pense que c'est peut-être ça une clé qui peut faire qu'on peut se diversifier ou qu'on peut assumer de diversifier nos activités. Ouais. Je te ramène à la petite fille de Villemort. T'es quel genre d'enfant? Est-ce que c'est clair dans ton esprit que tu vas devenir une artiste un jour? Tes parents te perçoivent comment? Non, c'est clair, c'est pas clair, mais aujourd'hui, quand je regarde en arrière... Il y avait des indices? Ben oui, tu sais, quand je regarde ça, puis je trouve que comme parents, il faut vraiment observer nos enfants. Quand ils sont petits, là, tu sais, 4, 5, 6, 8, 10 ans, là, c'est déjà là. Ce qu'ils vont toucher dans leur vie, c'est déjà là, parce que déjà petite, moi, je faisais de la radio. Je m'enregistrais. Ma mère m'avait acheté une enregistreuse en cadeau à Noël. Je faisais des entrevues. Je faisais des livres lus. Je faisais des entrevues avec mon frère qui était déguisé en Pagliaro puis qui chantait puis on finissait en chicanant. J'avais tout un univers de jeux, de rôles. Tu sais, dans ma chambre, moi, j'avais mes poupées, mes Barbie, puis j'avais tout mon univers où je m'inventais des histoires. Je faisais des spectacles sur la table du salon. Tu sais, il y a bien des affaires que tu fais. Cette petite fille-là qu'il fallait écouter pendant les parties de famille. J'ouvrais la porte du sous-sol, puis je disais « OK, vous pouvez venir voir! » Puis là, mes parents montaient. Mais c'est fou, tu fais « Hey, je fais ça dans ma vie là, depuis longtemps. » Mais j'étais une petite fille, je dirais... Tu sais, je suis quelqu'un de très sociable parce que j'aime les gens beaucoup, mais j'ai un côté très solitaire aussi, puis j'avais déjà ça enfant. Moi, je me satisfaisais toute seule dans mon univers avec mes poupées, avec, tu sais, comme les filles de Caleb, quand j'ai joué le rôle d'Émilie Bordelot, une institutrice. Moi, j'ai joué à maîtresse d'école toute ma vie, là. C'est une vraie Puis j'avais pas d'enfants devant, j'avais pas d'élèves, là. C'était des élèves fictifs qui étaient devant moi. Fait que moi, quand je me suis retrouvée dans la classe d'Émilie pour vrai, là, dans la vraie classe, avec un gros tableau noir puis des élèves dans les pupitres, là, assis, c'était comme un rêve qui se réalisait. Puis je l'avais dit à l'équipe. Vous vous rendez pas compte, là, moi, là, j'ai rêvé à ça toute ma vie, tu sais. Puis en plus, on va en reparler, mais t'étais pas vieille non plus, là. T'avais genre 23. 21 ans, 22 ans, ouais. C'est ça. Fait que là, tu sais, t'es encore un peu jeune, là, oui, puis là, tu tripes. bien sûr. Tu te rends peut-être même pas compte que c'est du travail. Quand est-ce que tu t'es dit, hey, c'est ça que je veux faire dans la vie, puis que c'est devenu... Premier jour de tournage sur Lancé Compte. Ah oui? Ouais. Parce que pourtant, quand même, t'avais déjà touché un peu la caméra. Tu faisais un peu de mannequinat. Oui, j'avais fait quelques pubs à la télé. Ma première pub à la télé, c'était les jeans Levi's avec Serge Dupire à l'époque. C'était tout à l'époque du film Le Matou. Puis Serge Dupire, là, c'était la coqueluche acteur que tout le monde aimait. Oh, ouais. Puis, ça avait été une de mes premières pubs. Mais oui, j'avais un petit peu touché à la caméra, à un plateau, mais pas comme comédienne. Mais c'était ça le plan, c'était éventuellement de jouer. Non, c'était même pas un plan. En fait, c'était... Tu sais, moi, je m'étais inscrite à un concours de mannequin à Montréal que ma mère avait vu dans le Journal de Montréal. Puis elle m'avait dit « Ah, il me semble que je te verrais faire ça. » J'avais 14 ans. C'était même pas toi qui avais initié ça. Pas vraiment, mais je pense que ma mère, elle me regardait aller, puis bon. Puis c'est là que j'ai rencontré mon agent. Oui. C'est là que j'ai rencontré mon agent, Ginette, qui a été mon agent pendant 38 ans. Elle était membre du jury de ce concours-là. Comme quoi, les concours, faut pas minimiser ce que ça peut apporter dans notre vie, tu sais. Puis c'est là que ça a commencé, moi, comme mannequin. J'avais 14 ans. Fait qu'elle voyait, bon, OK. Elle a vu, ouais. Elle m'a dit, ça te tenterait-tu d'être mannequin, de faire de la mode pour des revues et ainsi de suite, puis peut-être des pubs à la télé. Puis j'avais dit, ben oui, du haut de mes 14-15 ans, tu sais. Mais moi, j'allais à l'école, puis là, je m'étais mis à travailler dans le monde, dans l'univers du mannequin, puis de la mode. Puis je m'étais organisée avec mon école. Je pouvais manquer de l'école parce que des fois, je partais en tournage ou en shooting photo ou des salons. Pour faire les deux, puis performer à l'école aussi? Moi, je n'ai jamais performé avec des 90 sur mon bulletin scolaire, là. Je me tenais dans les moyennes, tu sais. Et pourtant, j'aimais l'école,
Mais c'est sûr que quand ce métier-là, ne serait-ce que le métier de mannequin, la mode est arrivé dans ma vie, ben là, puis je gagnais des sous. Je gagnais ma vie en plus. Fait que c'est sûr que l'intérêt pour l'école, c'était comme moins là. C'était moyen. Puis tu sais, je me souviens, ça m'a permis d'acheter ma première voiture à 16 ans, une Volkswagen GTI. Tu sais, c'est quand comme... même. Oui. Ça, c'est quand même un gros modèle. Tes parents, papa, il devait stresser un peu quand tu partais avec ça. Mes parents, ils avaient confiance, tu sais. Mais c'est tout ça, tu sais, tu te mets à travailler, tu commences à faire quelque chose qui te passionne, qui te fait gagner de l'argent aussi, là, tu sais, à cet âge-là, tu vas être autonome puis tu vas avoir ton argent. Fait que c'est tout ça, tu sais. Puis tranquillement, ben là, t'es appelé à aller sur des auditions pour des pubs. Fait que tu touches un peu à l'univers de la télévision. Puis à un moment donné, j'ai été recrutée pour aller travailler en Suisse comme mannequin. J'avais 16 ans. Ça se faisait beaucoup, ça, dans les années 80. Il y a des agences qui venaient... une expérience quand même. Ben oui, j'étais partie 2 mois et demi en Suisse, à Zurich. On était dans une espèce de commune où c'était des mannequins de partout à travers le monde. On vivait ensemble. J'avais 16 ans. Puis des fois, je me dis, mon Dieu, mes parents m'ont laissé partir à 16 ans. OK, t'étais seule. Oui, avec une autre fille. Il y en a qui partaient à Paris, il y en a qui partaient à Milan, il y en a qui partaient aux États-Unis. Fait que c'est tout ça. Puis quand je suis revenue de mon séjour en Suisse, il y avait les auditions. Oui, c'est avec un accent. Il y avait les auditions de Lancer Compte. Puis moi, je connaissais déjà les gens de casting. J'avais déjà passé des auditions pour eux pour d'autres affaires. Puis je suis arrivée là, puis il y avait un Jean-Claude Lard qui était là. J'avais 16 ans, je le connaissais pas du tout. Je connaissais personne de ce métier-là. Puis ça, je pense que ça m'a aidé à quelque part. La jeunesse, naïveté, la candeur. La naïveté, l'insouciance. Moi, j'étais une curieuse, j'avais une personnalité déjà assez forte. Fait que moi, j'étais pas impressionnée, j'étais surtout très curieuse, puis c'est là que ça a parti, tu sais. Ta réaction quand on dit « ça va être toi, Suzy Lambert ». Ben c'est ça. Ça n'a pas été automatique. Ça a été sur 3 étapes d'audition, quand même, sur plusieurs semaines. Mais quand finalement, Jean-Claude, il m'a annoncé que j'avais le rôle de Suzy Lambert, en fait, il m'avait posé une question cette journée-là. Puis il m'avait dit « Pourquoi ça devrait être toi, Suzy Lambert? » Là, j'ai 16 ans, tu sais. Ouais. Ben, je dis parce que je sais que je suis capable de faire ça. Je vous le dis, je sais que je suis capable de faire ça. Puis je le sais, là, vous allez être super occupés, là, mais vous pouvez me faire confiance. Je vais travailler, je vais être prête, vous n'aurez pas à vous inquiéter. Puis c'est fou. La musique aux oreilles de Jean-Claude Lard. Ben oui. Puis Jean-Claude, ben, tu sais, c'est lui qui m'a donné ma première chance. Puis on a beaucoup travaillé ensemble dans notre vie. Il est parti beaucoup trop tôt, Jean-Claude, mais c'est devenu un très grand ami dans ma vie, un grand, grand complice. Mais là, tu te retrouves quand même... Bon, avoir le rôle, c'est une chose, mais après, être sur le plateau de tournage, puis là, tu es avec Marc Messier, puis Robert Marien, puis name it. Là, c'est vrai. Mais moi, je les connais pas. Fait que Je connais personne, tu sais. Fait que je suis pas impressionnée, moi, par ces gens-là. Je les connais pas. Je sais pas qu'ils sont à la télé. Puis moi, j'ai grandi en français et en anglais parce que mon père était italien. Fait que chez nous, on parlait français. Moi, j'allais à l'école en anglais. Fait que j'écoutais la télé autant en français qu'en anglais. Fait que j'avais pas toutes les influences, en fait. Là, je connaissais pas grand-chose, en fait. Fait que moi, je suis arrivée là, puis c'était comme, hey, c'est cool. Puis je rencontrais du monde à l'eau, mais je les connaissais pas. Mais je pense que ça m'a aidé. Puis on fait la petite... Oui. Mais, sauf que c'est phénoménal, par exemple, parce que ça t'a amené dans quelque chose rapidement dans le bain du star system québécois. Ben, cette série-là, c'est fou. Là, ça t'a fait exploser. Oui. T'as réagi comment à ça? Moi, je trouvais ça le fun. Les gens étaient fins, puis... tu sais, moi, je viens d'une famille très terre à terre, tu sais. Fait que si j'avais commencé à avoir la grosse tête, il y en a une qui m'aurait ramené une tape en arrière de l'oreille. C'est sûr. Tu sais, ma famille, nous autres, on est des gens authentiques, des gens simples, des gens qui ne viennent pas du tout de ce milieu-là. Moi, il n'y a personne dans ma famille qui faisait de la télé ou du cinéma. Fait que moi, du haut de mes 14, 15, 16 ans, c'était génial. J'étais curieuse, j'avais une énergie incroyable, puis j'avais soif d'apprendre, tu sais. Fait que... Puis je suis arrivée dans cet univers-là avec vraiment... beaucoup de bienveillance. Les gens, moi, j'ai vraiment été bien accueillie dans ce milieu-là. On m'a jamais fait sentir que j'étais une imposteur. C'est comme dès le début, on m'a fait sentir que j'avais ma place, tu sais. Fait que ça donne des ailes. Mais en même temps, nécessairement, quand tu y es, puis que tu vis ce succès-là,
parce que justement, c'est arrivé là, un après l'autre à un moment donné. Très vite, oui. Il y a des gens aussi qui, eux, ont cette espèce de stature-là. Oh, mais c'était pas le même. Ni un Marc Messier, ni un Karl Marotte, même un Michel Forget. C'était tous des gens qui étaient d'une simplicité, d'une gentillesse. Ils étaient là pour la vraie affaire. Absolument. Puis c'était le trip de faire cette série-là, parce que, tu sais, Lancer Compte, c'est devenu une série culte, évidemment, par le sujet, mais toute l'époque, les années 80, Lancer Compte a vraiment changé la face de la télé au Québec, là. On tournait plus dans un studio avec des murs en carton puis 3 grosses caméras. Non, c'était pas du téléroman, là. Pantoute, là, c'est du cinéma. Puis c'était fait avec un Jean-Claude Lard qui venait du cinéma puis qui arrivait des États-Unis, qui avait tourné avec les Américains. Fait que caméra à l'épaule, mouvement brusque, musique, montage serré, sex, drugs, rock and roll. C'était très américanisé, ce que Jean-Claude a apporté. Puis ça a changé la face de la télé au Québec. Lancer Compte, oui, par le sujet, le hockey, c'était une toile de fond, c'est une religion, mais la façon que ça a été fait, ça a changé carrément la télé au Québec. Tu sais, ce qui est intéressant aussi par rapport à ça, c'est que cette série-là s'est finalement échelonnée sur plusieurs décennies. 30 quelques années. Oui, exact. Oui. Puis, nécessairement, ton rôle, toi, personnellement, a changé, mais la façon de jouer aussi a changé. Bien, les gens m'ont vu grandir. Mais pas juste toi. Je parle de façon générale, Ouais. ce à quoi on s'attendait des acteurs. Ouais, Tu sais, avec quelque chose d'un peu plus... téléroman. ouais, exact. Théâtral, à Ouais, la limite, ouais, un ouais, peu, ouais. je comprends, oui. Puis c'est devenu plus vrai, Cinématographique. authentique, intègre. Ouais, exact. Bien sûr. Tu sais, les gros plans, là, le montage serré, c'est du cinéma. On faisait du cinéma, tu sais. Ça doit être fascinant quand même pour toi de le Ben vivre ouais. de l'intérieur et de dire, hey, Puis moi, j'ai vraiment appris mon métier en le faisant, mais j'ai beaucoup appris mon métier en l'observant. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose d'important, puis que je dis souvent aux gens, puis aux jeunes. Moi, même les journées où je tournais pas, j'étais sur le plateau de tournage, puis j'observais comment ça marchait, puis l'éclairage, puis les acteurs, puis il faut que tu frappes tes marques parce qu'il faut que tu sois dans la lumière, puis si t'es trop à gauche. Puis là, je regardais comment ils installaient les caméras, puis le son, puis... être raccord, la répétition. Être raccord, tu sais, c'est un métier, là. Oui, il y a une mécanique. Les gens, on se rend pas compte parce que ça devient naturel, puis c'est ça qui est formidable, c'est qu'il faut que ce soit naturel, il faut rien voir de tout ça, mais il y a beaucoup de techniques derrière ce métier-là, tu sais. C'est une chose d'apprendre des textes, c'est une chose de jouer des émotions, mais il y a tout le volet technique, là. Faut que tu sois dans ta lumière, puis moi, faut pas que je te fasse trop d'ombrage, fait qu'il faut que je sache qu'il faut que je sois placé de même. Puis que tu restes naturel, puis Ben, crédible. faut que je sois naturel et crédible et émotive. Et c'est un métier, tu sais. Puis moi, je l'ai vraiment appris en le faisant, puis en observant. J'étais beaucoup, beaucoup sur le plateau. Beaucoup de journées où je tournais pas, j'allais rejoindre l'équipe. Puis j'allais observer ce qu'ils faisaient. Puis toute la technique, comment ça marchait, c'est vraiment comme ça que je l'ai appris, tu sais. C'est quelque chose de particulier. On l'a mentionné, c'est arrivé vite pour toi. Puis, tu sais, tu as joué dans une quinzaine de films jusqu'à maintenant, une quinzaine de séries qui se sont échelonnées sur davantage de saisons, mais souvent dans des personnages qui étaient très, très marquants, tellement forts que... Puis, anecdote, ça, c'est drôle. Je me souviens quand j'étais jeune, on est à l'époque des filles de Caleb. Tu joues Émilie. T'avais quel âge? Tu veux que je te dise? Oui. 10 ans. Mais nous autres. Mais Hey, c'est ça, correct. c'est fascinant. Tu pourrais pas être ma mère. Tu pourrais pas être ma mère. Je Inquiète-toi pourrais pas. quasiment être ta mère. Mes parents sont très jeunes, mais quand même. Ouais. Non, je pourrais pas être ta mère. Non. Mais on écoutait ça religieusement. Puis c'est drôle parce que ces rôles-là étaient tellement marquants que, je te raconte l'anecdote, mon beau-père, on regarde ça, blablabla, puis il te croise, je pense, dans un marché aux puces ou je sais pas trop, un centre d'achat à un moment donné, puis là, il revient puis il me raconte un peu comment ça s'est passé, sachant que j'aimais beaucoup ce que tu faisais, puis moi, j'étais intéressé parce que, tu sais, je faisais des ateliers de théâtre puis de jeu. Fait qu'il est revenu avec ton autographe. Mais quand il t'a croisé, il a été un peu starstruck, puis il a fait « C'est Émilie! » Mais oui, mais les gens font souvent ça encore. Oui, mais tu as joué plusieurs rôles qui t'ont collé à la peau à un tel point que les gens ils t'identifient par ces noms-là. T'es Suzy Lambert, t'es Lily Bordelot, t'es Anémone Leduc. C'est des séries qui ont marqué aussi l'imaginaire québécois. Ça te fait quoi, ça? Ça te dit quoi, ça? Ben, ça me fait très chaud au cœur, puis j'en suis très fière. Puis, tu sais, des fois, les gens ils me disent, vous devez être tanné de vous faire parler d'Émilie ou de... Non, moi, je suis jamais tanné. Puis c'est toujours une grande fierté pour moi, tu sais, d'avoir fait ces projets-là qui ont été si marquants, si marquants.
tu as eu des distinctions rapidement dans ta vie, 90, premier Gémeaux, 91, entre autres, pour Émilie. Ça te fait quoi, justement, quand tu es là? Puis là, veux pas, tu es rendue actrice. Là, c'est ça, ta carrière. Et puis là, on dit que tu es la meilleure dans le game. Parmi les meilleurs. Ouais. Parce qu'on n'est pas tout seul. Puis, tu sais, sincèrement, des fois, ils vont dire, ben oui, ils disent tout ça, mais, tu sais, d'avoir une nomination, c'est déjà un prix. On s'entend-tu qu'on est très select, là? On est 4, 5 dans une catégorie. Ben, moi, je vois ça comme des cadeaux, tu sais. C'est des méchants beaux cadeaux, mais moi, je base pas ma vie là-dessus. Puis, tu sais, honnêtement, oui, ça donne une notoriété. Oui, ça fait que, ben, on souligne ton travail, tu sais. Mais ça change pas ta vie, là. Fait qu'il faut pas prendre ça trop au sérieux non plus, tu sais. Puis je les ai, mes trophées sont à la campagne. J'ai une pièce, c'est ma pièce souvenir. Puis j'ai plein d'affaires dans cette pièce-là. Puis oui, j'en suis extrêmement fière, tu sais, mais je base pas ma vie là-dessus, tu sais. C'est des beaux cadeaux. Puis, je veux juste faire un peu de chemin sur ce que tu disais, juste d'être nommé. Souvent, c'est quand tu regardes à côté de toi, ceux qui sont dans la même catégorie. C'est des pas pires de monde. C'est comme, hey, c'est du pas pire de monde. C'est cool. Ouais. Nous, on a déjà été nommés dans la même catégorie, mais dans le milieu radio. Ah oui! Chroniqueur culturel. Es-tu sérieux? Mon Dieu, je me souviens pas. Ben, ça fait plaisir. À côté de Marina, ça fait plaisir. C'est quand même cool. Ben, tu sais, tu dis ça, puis ça me fait penser, ben, surtout ma dernière série, Une autre histoire, où je jouais un personnage qui est atteint d'Alzheimer. Tu sais, je me suis retrouvée dans cette catégorie-là avec genre une Maude Guérin, là. Mm-hmm. C'est une actrice absolument exceptionnelle. Fait que pour moi, c'est comme si... Puis dans le fond, tu sais, on fête ça ensemble, les 4 ou 5 filles, là, puis on pourrait quasiment se prêter le trophée, puis... Je le garde 6 mois, tu le gardes 6 mois, ou on se le partage parce que c'est vraiment ça. C'est un peu trop long, 6 mois, là, parce qu'il faut quand même tu le remettes 2 mois. Après. Une année, on est 5 à peu près, ouais. Mais quand on regarde ça, par exemple, tu as eu des Métrostars et tout, mais tu as eu 90, 91, puis après ça, ça a pris le rôle d'Anémone pour te revoir mettre la main sur ce trophée-là. Est-ce qu'il y a eu un moment donné dans ta vie où tu t'es... Ben non, parce que je l'ai eu avec Émilie. Oui, je l'ai eu avec Suzy dans l'Ancien Compte. Oui, mais c'est ça. Mais il y a eu quand même, à un moment donné, une grande période de pause, mais que tu as choisi de faire autre chose aussi. C'est-à-dire que tu es passé à l'animation. Je vais revenir avec l'histoire des prix après, mais justement, ça a été un choix pour toi de le faire parce que c'est, j'imagine, une condition familiale. La radio? Moi, je rêvais de faire de la radio, là, c'est sûr. Puis c'est André Robitaille avec qui je jouais au théâtre à ce moment-là. Théâtre d'été, puis qui m'avait dit « T'aimerais-tu ça faire de la radio? » Ben, je dis « Mais hein. » Je peux pas l'expliquer. Je pense que ça va avec la voix, le travail de voix, l'idée d'un studio, un casque. Tout ça, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément plu. Puis, ben, j'ai commencé à faire de la radio, puis c'était un choix. C'était pas en attendant un rôle. C'était un choix. Moi, j'ai fait de la radio pendant 10 ans, là. T'sais. Puis oui, à l'intérieur de ça, c'était... Tu sais, j'ai eu un enfant, fait que c'était un contexte de vie très pratique aussi. Mais moi, c'était un choix de faire de la radio. Puis quand j'ai fait 10 ans de radio, tout tournait autour de la radio dans mes choix de travail ailleurs, tu sais, comme actrice. Ça devenait ta priorité. Ah oui, puis c'était un choix. J'adore la radio, j'ai adoré la radio, puis je le dis encore, puis là, le monde va dire, écoute, elle le dit partout, mais oui, moi, j'ai envie de retourner à la radio. C'est un de mes médiums préférés. Moi, rencontrer l'autre. Ce qu'on fait en ce moment, là, être à ta place, c'est une des choses que j'aime le plus au monde. Ben rencontrer l'autre. Oui, vraiment. Puis je dis souvent, c'est drôle, ben moi, c'est par là que c'est parti, puis après ça, on fait plein de trucs auxquels on ne s'attendait pas là, quand tu commences là-dedans. Mais si tu avais à choisir un médium, souvent, moi, on me pose la question, je dis souvent, ben, je retournerais à mes premiers amours. Ça serait la radio parce qu'il y a cette espèce de spontanéité-là, instantanéité, connexion avec le monde. T'es dans le trafic avec le monde. Moi, pas besoin de se maquiller ou s'habiller. Non, moi, je me maquillais puis on s'habillait pareil parce qu'on recevait des invités quand même. Je suis jamais arrivé avec le cheveu gras avec une couette puis le T-shirt avec une tache de spaghetti. Là, non. Parce que j'aimais trop ce que je faisais. Puis moi, la beauté aussi, c'est que moi, j'étais dans le retour pendant 8 ans. J'ai fait 2 ans le matin, dont 8 dans le retour, dont 5 seuls, tu sais. Fait que moi, là, de parler d'albums, de musique, c'est pour ça que je connais tellement le milieu de la musique aussi, parce que tous les artistes d'une radio commerciale passaient dans mon studio, autant local qu'international, tu sais. Fait que les Francis Cabrel, les James Blunt, ils ont tous passé dans mon studio, puis de découvrir, puis moi, la musique, c'est au cœur de ma vie, tu sais.
Fait que pour moi, c'est ça, un roman, tu vas parler de lecture, de livres, tu vas parler de téléséries avec des acteurs, le processus. C'est une des choses que j'aime le plus au monde. Tu me demanderais demain matin, là, je te signe un contrat pour les 5 prochaines années, tu choisis quoi? Ça serait la radio. Tu t'en vas là. Ouais. Mais c'est drôle, tu as peut-être répondu un peu à la question parce que c'est un choix que tu as fait d'y aller, mais il reste que le public t'a connu comme actrice, tu as eu des rôles extrêmement forts. Puis la radio, souvent, quand on devient animateur, on est cantonné dans cette espèce de rôle-là. Puis est-ce que toi, tu as eu l'impression que le téléphone... Oui, tu as continué à jouer, mais j'ai continué à jouer plus... aussi. Tu sais, tu jouais au travers des trucs, mais c'était plus des rôles aussi... C'était, tu sais, 30 vies, là, c'était une quotidienne. 30 vies, je jouais un prof. Ça, c'était la nouvelle formule de la quotidienne à la télé qu'on a lancée avec Fabienne Larouche. Là, c'était une nouveauté. Elle venait de finir Virginie à la télé. C'était ça qui jouait à Radio-Canada. Fait que 30 vies, c'est 30 vies qui a donné le coup d'envoi à tout ce qui est District 31. Stat, c'est 30 vies qui a lancé ce format-là, tu sais. Fait que j'ai continué à jouer, puis non, c'était quand même des rôles quand même importants. Un horaire de fou. Oui. Un horaire de fou. Joindre les deux, là. C'est bien du jonglage. Il faut que tu sois extrêmement bien organisé. Puis je salue ma maman qui n'est plus là, mais les premières années, c'est sûr qu'avec la radio, puis surtout à l'époque de 30 vies, en plus, ma mère était tombée malade. Fait que mère malade, 2 quotidiennes, un jeune enfant, là, je remercie souvent mes tantes qui m'ont beaucoup aidé aussi. Oui, c'est beaucoup d'organisation. Puis, est-ce que toi, c'était rassurant, cette espèce d'horaire-là qui était clair tout le temps, puis défini? C'était quasiment du 9 à 5, tu sais, dans le sens où moi, c'était l'émission de retour. Fait que j'arrivais quand même tôt à la radio pour préparer mes émissions. Mais tu sais, j'avais mes matins souvent, quand je tournais pas, j'avais mes matins avec mon fils, j'allais le reconduire à l'école. La vie, quoi, la vie comme tout le monde. Fait que oui, c'est sûr que hormis la beauté de la radio puis ma passion pour la radio, il reste que techniquement puis familialement parlant, c'était très pratique là, comme horaire puis comme vie. Tu sais. Le truc qui est peut-être plus ingrat, j'ai l'impression, dans le milieu des médias que dans le milieu du jeu, du théâtre, cinéma, c'est que de ce côté-là, tu sais, oui, tu vas faire des auditions, des fois, tu vas te faire dire non plus souvent peut-être qu'à ton tour. Dans ton cas, bon, tu as une réputation qui te précédait quand même. Fait que quand on t'appelle sur quelque chose, on a déjà l'idée que tu es peut-être déjà casté là-dedans. Oui. Mais puis là, quand ça se termine, c'est parce que tu es allé au bout du projet. Tu sais, souvent, la déception vient vite. C'est-à-dire, si tu n'as pas le rôle, ben là, c'est plate, tu ne l'as pas. Mais quand tu es embarqué dedans, ça dure. Tu sais. Après, tu es tributaire de la durée de la série du projet. Sûr, oui. En radio, c'est plus ingrat parce que ça peut se toujours sur un siège éjectable. Exact. C'est douloureux avec ça. Ben, écoute, je savais que c'était comme ça que ça fonctionnait. J'y ai été quand même 10 ans. Puis mes émissions marchaient bien, sinon je ne serais pas resté là, c'est clair, tu sais. Mais tu le sais que c'est une réalité en radio, que tu es toujours sur un siège éjectable. Peut-être plus la radio commerciale que la radio parlée. Ça peut avoir un côté éphémère. Mais j'ai été une des chanceuses qui a été là 10 ans, tu sais, puis j'ai trippé. Vraiment par beaucoup. Choix ou par dépit? Non, je suis partie par choix. J'en dirai pas plus. OK. J'aime ça. Ouais. Parce que c'est ça. Des fois, il y a beaucoup d'ego quand même là-dedans. Puis, non, mais pour toutes sortes de raisons, tu vas partir. Tu sais, tu peux aussi partir. Puis il y a ça aussi quand même, c'est que. Puis peut-être parce que moi, je considère que je suis une des chanceuses, puis j'ai beaucoup travaillé dans ce milieu-là, puis je travaille encore, puis ça fait longtemps que je suis là, mais on a aussi tendance dans notre milieu, que ce soit faire de la radio, que ce soit chanteur, que ce soit acteur, que ce soit faire surtout du théâtre, de la mise en scène. Souvent, on pense que c'est le métier qui veut plus de toi. Mais des fois, c'est toi aussi qui veux plus de quelque chose. Mais ça, on dirait qu'on le dit moins parce que on est dans un métier où on se considère toujours très chanceux de le faire. Oui, on le dit, c'est un privilège. On est donc chanceux, puis c'est vrai qu'on est chanceux. Mais ça reste que c'est notre réalité à un moment donné. Oui. C'est comme ça qu'on gagne notre vie, puis on a nos... Mais ça se peut aussi qu'un jour, tu te réveilles et tu fais ça me tente plus. Ou ça, j'en veux pas de ça, ou ça, j'en veux plus, ou finalement, je me rends compte que c'est peut-être pas pour moi. Tu sais, ça existe, ça. Ça existe. Est-ce que ça t'est déjà arrivé à des moments dans ta carrière où tu disais, bah, là,
J'ai-tu fait le tour? Mais ce que je veux dire par ça, non, parce que mes projets, je les ai toujours amenés, on s'est toujours rendu au bout, si on veut, là. Puis ça, dans le fond, c'est pas toi qui décides non plus. Tu sais, une série peut durer 2 ans, comme elle peut durer 30 ans. Tu sais, un lancer compte, ça a été sur une période de 30 ans, là. Ouais, un genre de on and off. Oui, là. c'est ça, tu sais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens dans ce métier-là, à un moment donné, qui décident de plus le faire. Pour toutes sortes de raisons, comme tu me parles de la radio, ben, quand j'ai arrêté la radio après 10 ans, c'est moi qui ai décidé que j'arrêtais ça pour des raisons qui m'appartiennent, mais non, on m'a pas mis à la porte, là. Tu sais. Quand tu es revenu d'une certaine manière à la télé, un peu après la radio, ça a été encore une fois dans un rôle assez fascinant, celui d'Anémone Leduc. Non, ça, c'est pas mal plus longtemps Mais un peu après. plus tard, mais je veux dire, C'est 30 vies, en Ouais, fait. parce que tu as eu quand même ton émission aussi à Canal Vie. Oui, j'ai eu des émissions de service, en fait, puis je suis revenue en série avec Une autre histoire, puis Anémone, ouais. Oui, mais ça a été un autre rôle où les gens ont fait comme Ouais. wow. Puis tu sais, ça t'a donné aussi beaucoup de richesse dans le. Tout à fait. Un rôle en or, oui. Ouais. Ça, est-ce que ça a été proposé directement? Oui, Ouais. on m'a offert ce rôle-là. Ouais, les producteurs m'ont carrément appelé pour me dire on fait cette série-là, puis on voudrait que ce soit toi qui le joue. C'est un super beau cadeau. Ça doit faire plaisir. Ben oui, c'est sûr. Puis tout le monde rêve ça, là. Puis tu ne mets pas la pression de dire, hey, là, ils ont des attentes. On se met toujours de la pression, puis il faut s'en mettre de la pression. Je veux dire, c'est un métier. Puis oui, on est privilégié de le faire parce qu'il y en a 100 millions qui voudraient le faire à notre place, puis qui pourraient le faire à notre place, puis des fois bien mieux que nous autres aussi. Il faut comprendre dans ce métier-là qu'on n'est pas indispensable. Quand tu le penses comme ça relativise beaucoup les choses, tu sais. Puis que oui, quand quelqu'un t'appelle pour te dire « je te choisis », parce que nous, notre métier, notre milieu, c'est d'être désiré. Mm-hmm. Hein? On nous désire, on nous offre une job parce qu'on nous veut, nous, dans ce projet-là. Fait que c'est un Christi de beau privilège. Puis il faut être sérieux, puis il faut être très bien préparé, puis il faut livrer la marchandise. Mais je pense qu'on se met plus de pression quand on commence, peut-être. Là. C'est pas la même pression, en tout cas, tu sais. Mais quand tu as beaucoup de bagages, ben les gens qui te l'ont offert, ils savent aussi que tu as beaucoup de bagages, tu as de l'expérience, puis pour eux, ben tu pourrais faire ça, tu sais. Mais il reste que, ben oui, on s'en met de la pression, puis il faut s'en mettre de la pression. C'est sérieux ce qu'on fait. Parlant de pression, je ne sais pas si tu t'en étais mise, mais dans l'historique de la série, à un moment donné, on t'entend chanter. À la une fin. chanson à la toute fin. Oui, ben, qui est sur l'album. Exact. En fait, les Anémones, oui. C'est la 10e et dernière chanson de Exactement. ton album, Ouais. Reconstruire les saisons. Puis ça, anecdote, Ouais. ça, c'est une chanson que Morane chantait. Moi, Morane, c'est une chanteuse française que j'ai toujours adorée. Et elle le chantait. Puis, c'est moi qui ai eu l'idée de clore le dernier moment du dernier épisode avec la mort d'Anémone avec cette chanson-là. Puis c'est moi qui en avais parlé à mes producteurs. C'est dit, opportunité de montrer que oui, je pourrais aussi mais faire ça. avec Catherine Major. C'est Catherine qui joue au piano, puis on le fait en duo. Parce que si les gens se rappellent bien, mon personnage, elle est double. C'est une double identité. Mm-hmm. Elle s'appelle Manon, puis elle s'appelle aussi Anémone. Puis je voulais que ce soit un duo de On filles. vous dira pas pourquoi si vous n'avez pas vu la série. Ouais, mais là, je pense Parce que les que gens c'est l'ont important. vu, la série, quand même. Mais pour moi, c'était ça l'idée, c'est d'avoir ces deux voix-là qui s'identifiaient à ces deux entités-là. Puis, je fais une courte histoire longue, en fait. Catherine connaît très bien Daran, celui qui a écrit la musique de cette chanson-là. Fait que je lui ai écrit parce qu'elle m'a donné son adresse courriel. Je lui ai demandé, il a accepté. Mes producteurs ont accepté de faire ça. Ils ont acheté les droits de ce qu'il fallait. Puis, Catherine et moi, on est rentrés en studio. Puis, c'est devenu la chanson du générique de fin de la série. Puis ça, pour moi, ça m'a fait tellement plaisir, là. Mais ça, tu vois, c'est correct, c'est une petite incursion. Mais ce que bien des gens ont découvert, c'est que tu avais une réelle passion pour la chanson, l'écriture également, et ça depuis plusieurs années, Ouais. assurément depuis une dizaine d'années plus activement. Ouais. Tu as fait ce qu'il fallait aussi pour te développer dans cet aspect-là. Puis ça ouvre un autre pan de ta carrière, comme on le disait, dans cette diversité que tu t'es permise au cours de celle-ci. Puis tu es arrivé il y a quelques mois à peine avec un album qui a quand même surpris bien des gens. On a fait comme, bon, Marina Orsini arrive avec un album. Puis il y a Oui, puis il y a du monde qui ont fait « Oh, boy, OK, une actrice qui arrive avec un album. » Tu sais, on nommera pas personne, mais il y a plusieurs gens dans C'est le normal. milieu, tu sais, qui faisaient autre chose, qui se sont
donné le droit de faire un album, puis ça n'a pas toujours tourné. C'est normal, on se fait surprendre, tu sais. Exact. Puis, tu sais, de chanter, puis d'aller faire une petite performance une fois de temps en temps en direct de l'univers, ça fait pas de toi une chanteuse ou un chanteur. Tout à fait. Mais quand tu arrives avec un projet puis une carte de visite concrète comme un album, là, c'est se commettre. Pas mal, oui. Mais ça, tu vois, ça vient avec l'âge. Je pense pas que j'aurais fait ça il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans. Je parle de l'âge par rapport à assumer tout ça. Parce que quand tu plonges dans un projet comme ça, j'imagine comme quelqu'un qui écrit un premier roman. Tu sais, un chanteur qui se permet de jouer un rôle au cinéma ou un humoriste qui se permet d'aller jouer un rôle à la télé. C'est tout, ça revient un peu au même. Mais je pense que ça va avec l'âge. Je pense qu'il faut être prêt à ça. Puis je l'étais. Comment? T'assumais ce qui pouvait être dit. Oui. Autant le négatif, j'aurais pu me faire rentrer dedans puis te faire comme hey, boy, non. Puis est mieux de rester à la TV. Il y a toutes sortes d'affaires qui auraient pu sortir de ça. En même temps, je me suis rendu compte que j'étais vraiment bien entourée pour faire ce projet-là. Mais même à ça, c'était pas gagné d'avance. Puis je me souviens, même avec ma maison de disques, tu sais, avec Musicor, eux autres, ils ont embarqué, ils ont été enchantés, puis ils ont trouvé que c'était comme un vent de fraîcheur, ce projet-là. Mais on s'est tous dit au début, OK, on plonge tous, on se pète la gueule bien comme il faut, ou ça risque de fonctionner. Fait qu'on était tous, on s'est tous dit les vraies affaires, tu sais. Juste avant de poursuivre sur l'album, puis comment ça s'est créé, tout ça, puis comment t'en arrivais à nous surprendre, tu sais, tu faisais mention, il y en a des chanteurs qui se donnent le droit d'aller jouer. Est-ce que tu penses que l'étanchéité contraire est plus épaisse un peu, c'est-à-dire de voir un acteur décider de chanter, c'est un peu comme entrer dans une chasse gardée, puis que c'est moins bien vu dans l'industrie que l'acteur qui est habitué de faire des vidéoclips, puis s'en va finalement jouer après. C'est comme bon. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Je pense que chaque fois qu'on sort de nos zones de confort ou qu'on se permet une nouvelle avenue dans nos milieux, dans ce milieu-là, il y a toujours une curiosité. Puis tu le sais que tu risques, mais en même temps, c'est ça qui est beau aussi, c'est de se mettre en danger, puis de faire un saut en bungee, puis un saut dans le vide, puis en même temps, puis ça, je sais que ça fait bien des fois que je le dis, mais je vais continuer à la dire, mais cette phrase-là, mais tu sais, moi, ma mère, elle m'a déjà dit une phrase qui mes désirs sont plus grands que mes peurs. Oh, très fort. Puis moi, ça m'a suivi toute ma vie. Puis moi, ma mère, elle a été comme ça toute sa vie. Ma mère, elle a osé faire des affaires qu'elle savait pas, qu'elle connaissait pas, puis qu'à force de travail, puis tu sais, moi, ma mère, elle avait même pas un secondaire 1, là. C'était une autre époque. Elle a perdu sa mère, elle avait 10 ans. Une enfance très difficile. Moi, ma mère. Pas le droit de pleurer devant ta mère pour des petites affaires. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, moi, ma mère, elle s'est réinventée toute sa vie, tu sais, à force de travail, puis de passion, puis j'ai ça de ma mère. Je sais que j'ai ça de ma mère, tu sais. Puis c'est une phrase qui m'a toujours guidée toute ma vie. Est-ce que ta peur est plus grande que ton désir? Est-ce que ton désir il est plus grand que ta peur? Mon désir, il est plus grand. Go. Ça a été le cas pour l'album. Ça a été le cas pour tout, en fait. Fais-nous la genèse un peu de tout ça, parce que tu nous parles de Catherine Major qui, elle, vient un peu réaliser, t'aide un peu là-dedans. Plus que m'aider. C'est notre œuvre à nous trois. Là. Je dis toujours que c'était à Catherine, Jeff et moi, ce projet-là, parce que les trois, on a eu une implication totale. Là, Jeff Morin. Jeff Morin. Puis, tu as des belles collaborations là-dessus. Là. Paul Piché, il y a Nelson Mainville à l'écriture, Richard entre Séguin, Manuel Tadros. Ouais. Comment ça s'est orchestré, puis comment on devient, même si tu l'as dit tantôt, tu as de la difficulté encore à l'assumer, on devient chanteuse, parce que moi, ce qui m'a fasciné à l'écoute de ton album, au-delà de toute la mélancolie, puis il y a quelque chose de très touchant et très paisible là-dessus, c'est que tu as toujours eu une voix très distincte, un peu cassante, puis quand tu étais imité dans différentes circonstances, c'est une espèce de... Oui, la voix qui casse, la voix rauque. Puis ça, on l'a à peu près pas sur l'album. Si on m'avait pas dit que c'était toi, à l'écoute, tout le monde dit ça. J'aurais jamais été capable de dire que c'est Marina Orsini qui chante. Mais je pense que c'est aussi, puis j'ai toujours cette réponse-là, parce que pour moi, c'est ça la logique dans ma tête, mais je pense que quand les gens m'ont entendu, les fois où on m'a entendu chanter, je chantais les tunes des autres. Fait que quand tu vas en direct de l'univers, tu chantes une tune de Tina Turner, ben on va le baisser d'un ton ou on va le monter d'un demi-ton ou on s'ajuste à ce que tu peux faire. Mais là, ça a été écrit pour ma voix. Catherine a composé pour ma voix. Fait que c'est sûr qu'on découvre une voix qu'on
connaît pas, on la connaissait pas tant que ça. Oui, la voix parlée, la voix radiophonique, tout ça. Mais là, c'est qu'on découvre ma voix, ma vraie voix. Puis moi aussi, je l'ai découverte par le fait même. Parce que quand je suis rentrée en studio, tu sais, tu te sens quand même un peu imposteur, tu sais. Puis là, tu fais, OK, je vais toucher à la chanson. T'es habitué de jouer aussi, fait que ben tu oui. joues à la chanteuse. Fait que il y a plein de dangers, là, il y a plein de pièges, tu sais. Puis finalement, faire une longue histoire courte, je pense qu'avec Catherine, j'ai vraiment trouvé ma voix. J'ai vraiment découvert ma voix avec Catherine. Puis c'est formidable, tu sais, puis non, t'es pas obligé d'être lyrique, puis t'es pas obligé d'avoir un trémolo, puis c'est pas ça chanter. Il y a des grandes voix, il y a des voix immenses dans la vie qui nous bouleversent, puis il y a des voix grosses comme ça, mais qui nous rentrent dans le cœur parce que, tu sais, Leonard Cohen, là, Ah oui. les mots, c'est ce timbre de voix, cette légère note, c'était plus parlé souvent que c'est un univers dans lequel tu rentres. Puis la musique, c'est ça. Puis la musique, ça s'explique pas. Qu'est-ce qui fait qu'on aime du U2? Qu'est-ce qui fait qu'on aime du Fouki? Qu'est-ce qui fait qu'on aime du Roxane Bruno? Qu'est-ce qui fait... Ça s'explique pas. C'est chimique. La musique, ça te rentre dans le corps, ça te fait vibrer. Puis il y a des mots, puis la voix qui va te bouleverser, qui va te faire brailler dans ton char pendant 1h15, tu sais. Fait que j'ai comme plus appris puis compris ça, au lieu de tomber dans le cliché de « je vais chanter ». C'est ça que tu penses? Non, c'est ça. C'est pas sûr qu'elle va vendre des billets, mais c'est ça, tu rentres dans un univers, tu sais. Fait que j'ai compris que finalement, moi, ce que j'avais envie de faire en chanson, c'est de rentrer dans un univers, oui, avec une voix, mais les mots, la musique, puis cet album-là, c'est ça, c'est des cordes, un piano, puis une voix. Ça prend beaucoup de vulnérabilité aussi, parce qu'au-delà de l'interprétation, puis tu le fais devant des gens qui gagnent leur vie là-dedans, quand tu enregistres et tout, tu te laisses guider de toute évidence, mais toi, tu as eu quand même la confiance, parce que tu écrivais déjà, d'arriver avec des textes, de dire... Ouais, mais ça, c'était peurant, là. Mais c'est là où j'allais. Ça, on dirait que c'est encore plus challengeant, oui, questionnant, là. Mais on dirait que pour moi, c'était que tant qu'à plonger, il faut que je plonge tout, à tous les niveaux. Brouillard la peur. Oui, c'est Vive ça. le désir. Oui, c'est ça. C'était comme je plonge en entier ou je plonge pas, tu sais. Je me pète la gueule bien comme il faut ou je me la pète ou j'y vais pas, tu sais. Puis en même temps, je savais aussi, puis ça, c'était pas réfléchi, c'était pas calculé, mais j'étais accompagnée de gens exceptionnels avec un talent extraordinaire. À qui t'avais confiance. En qui j'avais confiance, puis en qui ils avaient confiance en moi. Tu sais, ces gens-là sont sollicités, là. Tu parles de Catherine Major, de Jeff Morin, là. Ça a écrit pour Diane Dufresne, ça a écrit pour Luce Dufault, ça a écrit pour Marie-Denise Pelletier, ça a écrit pour plein de monde, là. Fait que c'est des gens qui, c'est leur métier, ils fabriquent la musique, ils fabriquent des... C'est extraordinaire. Puis de découvrir comment on fabrique la musique, là, c'est hallucinant. Tu sais, je regardais Catherine à son piano, puis elle m'envoyait des maquettes, puis je me disais, mais comment elle a fait? Ça vient d'où? Ben elle a son piano à queue, puis elle s'installe. C'est une langue, c'est un monde. Puis Jeff, tu sais, moi, j'arrive avec des... Puis on s'est assis ensemble pour travailler des textes, là. Puis de le voir, lui, là, qui est assis en silence, on pouvait être assis dans le silence pendant 15-20 minutes. Puis là, j'avais mes textes qui étaient là, puis là, lui, il partait, puis il se mettait à griffonner des affaires. Puis là, il me disait... Puis la beauté de tout ça aussi, ultimement, c'est que je retrouve mes mots dans mes chansons, là. Ça n'a pas été dénaturé. Je retrouve beaucoup de tout ce que j'ai écrit. Donc, beaucoup de fierté aussi. Ben oui, donc le respect qu'ils ont eu par rapport à ce que moi j'avais écrit, autant lui que Nelson dans une chanson, ça aussi, ça fait chaud au cœur. Ils n'ont pas dénaturé, ils n'ont pas voulu me rendre intelligente là, tout à coup, puis ils ont su prendre ce que moi j'avais avec mon niveau de langage, parce qu'eux autres, il n'y a pas de limite là, dans ce qu'ils peuvent t'amener dans les proses, puis les rimes, puis dans tout ce que tu voudras, tu sais. Jeff, il a vraiment su, puis je parle de lui parce qu'il y a 4 des 5 chansons, c'est avec lui, il a su s'accorder à mes mots. Puis je le dis dans mes remerciements, tu sais, il a su sublimer mes mots, puis de les rendre encore plus précis, puis encore plus poétiques. Puis ça, c'est très émouvant.
Ouais, vous allez voir, en parlant des remerciements, c'est pour ceux qui vont encore acheter le CD, là, il doit y avoir 5-6 pages Oui. juste de ça. Et beaucoup, beaucoup de gratitude. Beaucoup de gratitude. Oui. Il y aurait eu du matériel pour Louis-José Hood au Gala de la Disque, en tout cas. Ben, tu sais, c'est peut-être le seul album que je vais faire dans ma vie, fait que je voulais rien manquer. On se gâte, mais t'as bien fait. Le moment où le communiqué part, on annonce. Vertige. Ouais. Le 3 décembre, on a remis le master de l'album. Te dire dans quel état. Dans quel état? Dis-le. Dans quel état? D'une vulnérabilité incroyable. En même temps, j'étais fière de ce qu'il y avait sur ça, là, tu sais. Mais de voir tout ça se construire, tu sais. Puis après ça, on a fait une session d'écoute avec l'équipe. Ça, c'est intimidant. L'équipe de mix, la compagnie de disques, l'équipe de promo. On s'est assis, puis on a fait play, puis on a écouté l'album dans le silence pendant 43 minutes, tu sais. Ça aussi, là, j'avais chaud, le cœur me débattait. Puis en même temps, j'étais tellement émue, puis j'étais tellement fière de faire « Hey, on a fait ça! On a fait ça ensemble! » C'est une des plus grandes joies de ma vie, tu comprends? Puis là, il reste une autre étape qui rend vulnérable, c'est la scène. Il faut aller défendre tout ça, puis il faut... C'est un spectacle, c'est un peu... Mais il y a quelque chose de très intrusif pour toi en tant qu'artiste. C'est pas intrusif, c'est une mise à nu, je dirais. C'est pas une intrusion, c'est moi qui se met à nu devant les gens, qui se dévoile, ouais. Puis là, j'ai envie de laisser les gens rentrer. Il n'y a pas des petites salles, là. Ici, le 11 novembre à Québec, tu vas faire le Capitole. Oui. C'est quand même intimidant. Oui. Comment t'approches ça? Il y a des jours où j'en rajoute une couche. C'est intimidant. Tu vas voir, c'est tough, Marina. T'es sûr que tu veux faire ça? Tu vas te péter la gueule. Mais oui, autant je suis extrêmement nerveuse, c'est le plus grand trac de ma vie. Puis en même temps, c'est une drogue qu'il faut que je touche. Je sais qu'il faut que j'aille faire ça. Je sais pas comment l'expliquer. Puis je pense que, tu sais, j'ai un rapport au public, ça fait quand même 40 ans qu'on se connaît. Ça fait longtemps qu'on s'aime. C'est comme ça que je le vois. Puis pour moi, c'est comme si j'allais à la rencontre du public que j'aime depuis longtemps. Ça m'émeut beaucoup de dire ça, en fait. Puis qui m'aime depuis si longtemps. Puis c'est comme je me dis, je suis rendue là dans ma vie de vous partager des volets de ma vie que vous connaissez pas ou dont j'ai jamais parlé. Puis je pourrais pas faire ça dans une entrevue. Je ferais ça sur une scène avec vous dans le privé, par exemple. Puis pour moi, c'est ça. Autant je vais me retrouver dans une salle de 4, 5, 600 personnes. C'est comme si c'était une réunion de famille pour moi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Puis si je le faisais pas, ça serait vraiment un regret dans ma vie. C'est comme ça que je le vois. T'es parti pour une belle run parce que moi, j'ai vu ça. Là, c'est une belle run. Ouais. Je pense, je le dis, je pense qu'on a 36 dates. Écoute, c'est incroyable. Là, on va se promener partout avec Catherine Major qui va être au piano, avec les Mommies on the Run qui est le quatuor à cordes. Ça va être magique, ça va être quelque chose d'extrêmement intime. La réception de tout ça, autant quand l'album sort, mais que les diffuseurs soient ouverts à te recevoir comme ça. C'est une grande preuve d'amour. C'est une grande preuve d'amour. C'est une grande preuve de ce que je pense puis ce que je ressens de mon lien avec le public. Ça le confirme davantage, tu sais. C'est comme, ben non, les gens, ils ont le goût de passer cette soirée-là avec toi. Ils sont curieux, ils ont envie de vivre ça avec toi. Puis c'est vraiment quelque chose qu'on va vivre ensemble, en fait. Puis là, il est dans ma tête, il est sur papier, il commence à se déposer, ce show-là. Puis je me considère bien, bien chanceuse. Je suis beaucoup dans la gratitude. Très cool. Tu parles de ton public, c'est tellement important pour toi. Rapidement. Ben moi, j'aime le monde. Oui, rapidement, tu as établi une connexion là, forte avec ces gens-là. D'abord, qu'est-ce que tu penses qui fait que les gens se sentent si confortables et que tu apprécies autant? Ben, je pense, tu sais, c'est pas compliqué. Je pense qu'on s'aime. Les gens, ils savent que j'aime le public, puis le public, il m'aime en retour. Tu sais, je pense que ça nous ramène à un mot qu'on entend beaucoup, mais c'est de l'authenticité, tu sais. Ça ment pas, ça. Tu sais, les gens qui aiment les gens, ça paraît. Les gens qui aiment moins les gens, ça paraît. Puis en même temps, je viens toujours à la défense de certaines personnes parce qu'il reste que dans ce métier-là, tu sais, moi, j'aime le monde. J'ai grandi dans le public avec mes parents. Ils ont eu des commerces, ils ont eu des salles de réception. Moi, j'avais 7 ans, puis je servais les clientes dans la boutique. Tu sais, moi, j'ai grandi comme ça. Mes parents aimaient le monde.
Puis les gens, ils pensent souvent que parce que tu fais un métier justement dans les arts, que tu te retrouves sur une scène, au cinéma ou dans la télévision, que tout ça pour toi c'est facile, puis que tu es toujours de bonne humeur, puis que rencontrer du monde sur la rue, il n'y a pas de problème. C'est pas vrai. Il y a des gens dans ce métier-là qui sont extrêmement gênés, qui sont extrêmement timides, extrêmement pudiques, qui ne savent pas toujours comment gérer le lien au public qui va se lancer sur toi parce qu'ils veulent te dire que qu'ils t'aiment. Puis c'est pas tout le monde qui a ça facile, tu sais. Puis des fois, c'est dommage parce qu'il y a des gens qui vont passer pour des snobs ou, mon Dieu, elle est snob, elle nous parle pas, elle nous regarde pas. Il y en a. Il n'y en a pas beaucoup chez nous, je dirais. Il y en a très peu, puis j'en connais quand même beaucoup. Mais je pense aussi qu'il faut pas oublier qu'il y a des gens dans ce métier-là, c'est des bêtes de scène. Mais aller sur une scène, là, c'est comme magistral. Ils font très bien. Oui, ce qu'ils ont à faire sur une scène. Mais aller dans la rue, puis à l'épicerie, puis chez le nettoyeur, c'est des gens qui sont... Il y en a qui sont beaucoup plus timides, puis qui sont beaucoup plus introvertis, tu sais. Mais bref, moi, je dis toujours, j'ai pas de mérite parce que moi, j'aime le monde. Fait que c'est pas compliqué pour moi, tu sais. Mais en même temps, il y a quelque chose d'insidieux là-dedans parce qu'en étant si connecté avec ces gens qui t'apprécient dans un milieu public, quand il arrive des moments qui sont plus difficiles, exemple, quand il y a des beaux moments comme, tu sais, nouvellement en couple, nouvel amour, après ça, tu sais, naissance d'un enfant, mais là, qu'il arrive une rupture, puis... Ouais, mais il y a une règle, hein, dans ce métier-là, une vieille phrase que tout le monde connaît, si tu te maries en public, tu vas te divorcer en public aussi. Fait que ta job dans ta vie, c'est de mettre des limites à ce que tu vas exposer de ta vie intime. Moi, j'ai jamais vraiment beaucoup exposé ma vie intime. Je me suis beaucoup concentrée sur mon métier, sur mes projets. Ça, je m'expose, puis j'en parle, puis je porte mes projets, puis j'en suis fière. Mais tu sais, il y a personne qui est jamais rentré chez nous à Noël pour filmer mon arbre de Noël, puis ma table, puis ma famille que je vais recevoir en... Non. Je trouve ça c'est grossier, mais en même temps, c'est tellement clair. Ben, l'image est claire. Ouais, puis je juge pas ceux qui le font, là. Moi, je fais pas ça. J'ai jamais fait ça. Ça ne m'intéresse pas de faire ça. Puis ultimement, je me dis même, mais c'est pas ça ma job, mon envie. Ma job, c'est d'être une actrice, de jouer des rôles dans une série. Ma job, c'est d'animer une émission de télé. Ma job, c'est de faire de la radio. Puis la radio, c'est un lieu très intime. Mm-hmm. J'ai vécu beaucoup de choses. On se dévoile beaucoup plus, ouais. Ben oui, parce que, tu sais, ma mère est décédée. J'étais à la radio. C'est clair que j'ai parlé de ma mère puis du décès de ma mère. Quand je me suis séparée du père de mon fils, oui, je l'ai mentionné à la radio. Tes lives, là, c'était pas des émissions préenregistrées. Tu vis ta vie comme tout le monde, mais tu fais aussi un show de radio, puis... ça fait un bon show dans ce temps-là. Oui, ça peut faire un bon show. Fait que, tu sais, tout ça est relatif, en fait. C'est comme... Si tu t'exposes à plein de niveaux dans ta vie, ben on va vouloir que tu continues à t'exposer à plein de niveaux, chose qui n'était pas vraiment mon genre, tu sais. Mais par la bande, tu sais, de façon collatérale, Thomas, votre fils, oui. Il y a 2 parents qui sont quand même relativement exposés. Oui. C'est-à-dire que vous êtes dans un milieu public, les gens vous apprécient, vous revenez toujours d'une certaine manière. Puis là, lui, on comprend qu'il y a de l'intérêt pour c'est un grand la chose défi. Artistique. Premièrement, on a toujours protégé Thomas, on l'a jamais vraiment exposé, ni trop enfant, ni trop... c'est notre métier, c'est notre choix. Lui, il n'a pas à subir ça. Puis là, cette affaire, il embarquerait dans il est dans la musique. C'est un artiste extraordinaire. C'est un auteur-compositeur, interprète. Puis oui, c'est un grand défi d'être le fils d'eux. Puis d'avoir 2 parents très connus. C'est un grand défi. Oui, ça a été un problème dans sa vie. Oui, ça l'a affecté dans sa vie. Ah oui, tu l'as senti? Oui. Puis on en a souvent parlé, là. Puis là, ben, c'est un artiste. Fait que lui, il veut se décoller de nous autres. Il veut être connu pour lui, son talent. Puis ça aussi, là, on essaie de l'aider puis de l'accompagner là-dedans. Puis en même temps, pas trop parce qu'il veut se tasser de nous autres. En même temps, il porte quand même le nom de Postigo. Puis il ressemble beaucoup à maman, beaucoup. C'est sûr. Fait que ça, c'est un grand défi dans sa vie. Puis c'est un défi qui va porter toute sa vie. Fait que comment tu jongles avec ça, tu sais? Puis encore là, on fait attention, tu sais, la position qu'on prend dans sa vie, comment on s'expose dans sa vie, comment lui s'expose dans notre vie. Faut être conscient de ça parce que c'est quelque chose. Ouais. Est-ce que vous le guidez plus vers des gens, hey, peut-être que tu pourrais parler avec telle personne? Oui. Tu laisses... Bien sûr, tu sais, on le regarde aller, on essaie de l'accompagner dans ses choix, dans ses décisions à prendre. Puis notre but, c'est de lui faire rencontrer des gens qui peuvent l'accompagner dans ce que lui veut faire, tu sais, parce que
on essaie de l'accompagner du mieux qu'on peut, mais il reste que le talent, c'est lui qui l'a, puis le travail, c'est lui qui doit le faire, tu sais. Mais oui, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas mal plus difficile quand tu es le fils d'eux. Parce qu'il y a des attentes. Énorme, puis le monde va... C'est couler dans ton sang. Oui, puis le monde va systématiquement dire, ben oui, mais c'est son fils, c'est clair que lui va réussir. C'est faux. Il y a beaucoup moins de chances de réussir que quelqu'un qui est parfaitement inconnu. Parce que tu es identifié déjà, puis en plus, oui, on le dit, on l'assume, on est des gens qui avons du succès. Fait que la barre est haute, puis dans la vie, tu veux dépasser tes parents. Hein? N'importe quel enfant veut faire mieux et plus que ses parents. Tu veux te distinguer aussi. Ben oui, complètement. Tu veux te détacher de ça. Fait que oui, un côté que ça peut être pratique, mais il faut que tu saches comment t'en servir. Puis en même temps, tu veux pas t'en servir. C'est complexe. C'est complexe. Fait que là, on s'attend à ce qui arrive éventuellement avec du matériel. Ben, en 2025, en principe, il y a des choses qui vont sortir, mon Thomas. Là. Il y a bien hâte. Très cool. Très cool. impatient. Je vais terminer avec toi dans les prochaines minutes avec plein de questions millimélo, mais pour mettre la table, il y a quelque chose de fort intéressant qui s'en vient. On en a un peu parlé tantôt. C'est ce fameux grand bien cuit. Oui, à Québec, le 22 août. Que tu as accepté de subir. Oui. Je devrais-tu le regretter? Ben, c'est là où j'ai envie d'aller avec toi. Avant qu'on arrive à ça, tu as choisi, parce qu'on t'a demandé qui t'aimerais voir animer ça. Puis c'est un gars que j'adore. Que tu as rencontré sur le plateau d'un talk show, plateau, parce que vous sortiez un livre ensemble, Guillaume Pinot. Puis je suis allé voir son show, il m'a offert des billets. C'est un gars que j'aime vraiment beaucoup. Mais Guillaume. vous ne connaissez pas tant que ça? Non. Pas vraiment. Pourquoi lui, là? Parce que tu penses qu'il va être assez gentil avec toi. Ben, je trouve que c'est un gars qui est brillant, qui est drôle, qui est cinglant, qui est sensible, qui est authentique aussi dans ce qu'il est. Ça s'explique pas, hein? Qu'est-ce qui fait qu'on accroche à quelqu'un ou qu'on a un coup de cœur pour quelqu'un? Mais oui, je suis très contente de faire ça. Puis je pense que ça va être très drôle. Puis on s'est quand même souvent foutu de ma gueule dans ma vie. Oui, quand même. Je pense à Marc Labrèche, entre autres. Je pense à Rock et Belles Oreilles. Ça va? Ben oui. Non, moi, on a ri beaucoup de moi par rapport à bien des émissions que j'ai faites, là. Mais oui, moi, je trouve ça... Tu sais, que quand on t'imite, c'est un méchant bel hommage aussi, là. Mais là, d'accepter... C'est jamais méchant, tu sais. Tu disais, tu vas te remettre à nu, là, pendant tes spectacles. Là, là, c'est eux autres qui vont me déshabiller, c'est ça, exact. Là, fait que, qu'est-ce qu'il y a de drôle ou de cinglant sur quoi travailler pour Guillaume et ses comparses? On rit de quoi quand on parle de Marina? Ma voix, mon ton de voix, mon énergie, cette bonne humeur qu'on me connaît... C'est juste là, il y a un terroir, là, il y a un... Mais ça, c'est ce qui est facile. Ouais, j'imagine. Tu t'attends à quoi? Penses-tu que tu pourrais être blessé? Non, je pense pas. Non, moi, je pense pas. Je suis pas... moi, je vois vraiment pas ça comme ça. Puis, je suis pas facilement blessé. Là. On m'a souvent caricaturé. Ça me blesse jamais. Je trouve ça très drôle. Puis, je me reconnais. T'sais. Fait que des fois, tu fais comme, boy, on se regarde pas toujours aller dans la vie, tu sais. Mais en même temps, la vie puis notre milieu, il faut être spontané dans ce qu'on est, tu sais. Puis je suis tout ça, moi, je suis tout ça. Fait que je pense que ça va être une très belle soirée. Puis je pense que je vais rire. Puis je pense que je vais être touchée. Je vais peut-être être outrée, mais dans la drôlerie de ça, tu sais. Je m'attends à tout, à rien. En fait, je m'attends à tout. C'est sûr, tout est possible. Est-ce que tu as des squelettes dans ton placard qui risquent de sortir? Je pense pas. Je pense pas. Non. Non? Non, pas que je sache. Hey, mais t'es confiante, hein? Mais moi, je m'en vais là pour avoir du plaisir. Fait que si je me trompe, puis s'ils sont pas fins, ils vont le savoir. Puis je reviendrai jamais, puis je vais le dire à tout le monde en plus. Tenez-vous-le pour dit. Mais ça va être drôle. Ça va être drôle. Oui, c'est ça. Hey, mais j'ai envie de faire un petit peu de chemin là-dessus, justement, dans quelques questions que je vais te poser. Ironiquement, puis écoute, là, on l'a dit, tu as joué des grands rôles. C'est des personnages légendaires aujourd'hui. Mais même et malgré tout, aujourd'hui, tu considères que ta meilleure performance à vie, c'est un dernier soir de l'année 1991 au Bye Bye où tu as interprété Marjo? Si je dirais ça, là, que c'est une de mes... c'est un moment marquant dans ma carrière, c'est sûr. Faut que tu m'expliques pourquoi, là. Pourquoi? Ouais. Qu'est-ce que tu veux pourquoi dire? c'est si marquant et tu penses que ça a été une de tes meilleures performances à vie? Je dirais pas que ça a été une de mes meilleures performances, mais je pense que ça a été une des plus grandes surprises que le public a
dont le public a pu être témoin, tu sais, c'est ça. Puis c'était toute l'année des Filles de Caleb aussi. Fait que de me retrouver là, moi, dans cette émission-là, de fin d'année, un Roy Dupuis, un Novilla qui arrive à minuit habillé en Novilla, c'est sûr, c'était magique, là. Puis ça s'est fait une fois, puis ça s'est plus jamais refait, tu sais. Moi, j'ai plus jamais accepté de m'habiller en Émilie en dehors de cette série-là, puis en dehors d'un bye-bye, tu sais. Ah ouais? Ah non, non. On te l'a proposé, j'imagine. C'est arrivé une ou deux fois pour différentes raisons, puis c'est comme, ben non, je me déguiserai pas en Émilie, là. Mais je ferais pas ça là, dans ma vie. Là. Non, j'ai fait une série qui a été marquante, puis c'est parfait. T'sais. C'est quand même bon. Puis, tu sais, des fois, il y a des bons spoofs qui se font avec ça. Tu sais, je pense à Sarah-Jeanne Labrosse qui a repris son rôle pour une publicité. J'ai trouvé ça tellement un bon flash. Écoute, j'ai 2-3 questions. Là, évidemment. En rafale. En rafale comme ça, pour toi. Cinéma ou télévision? Je suis très les deux. En fait, je vais beaucoup au cinéma. Ouais. J'aime beaucoup le cinéma. J'aime aller en tant qu'actrice? Ah, mon Dieu, non, moi, jouer, c'est jouer. Que ce soit pour la télé ou le cinéma, ça part de la même place. Je te nomme des noms comme ça, puis tu me dis ce qui t'émane. Marc Messier. Ah, adorable. Ah ouais? Ben ouais, Marc, c'est un des premiers acteurs avec qui j'ai joué dans ma vie. Fait que c'est sûr que c'est un des... Tu sais, le premier, on ne l'oublie jamais, hein? Ouais. Dans ta vie, le premier, on n'oublie jamais ça, hein? Puis, tu as parlé beaucoup de bienveillance aussi par rapport à tes premières expériences. J'étais très jeune, j'avais pas d'expérience. Puis Marc a été très gentil avec moi, puis toujours très respectueux. Puis même gêné, il était très intimidé, Marc, de jouer avec une jeune comédienne, alors que lui, je pense qu'il avait 32 ou 33 ans. Moi, j'avais 16, 17 ans. Là. Le contexte. On était des amoureux, on avait des scènes d'amour, on s'embrassait, des scènes de lit. Puis lui, il était vraiment comme... Puis il a été formidable tout le temps avec moi. Tu sais. Oui, c'est un acteur marquant dans ma vie, c'est sûr. Roy Dupuis. Ben oui, Roy, c'est... Mon Dieu, Roy, ça a été sur 2 ans de tournage. Et que t'as rendu des femmes jalouses et envieuses. Je sais. Formidable partenaire. On était très jeunes. On était comme 2 diamants bruts. C'était de la matière brute encore. Là. Je pense que c'est ça qui a donné aussi la magie que ça a eu à l'écran là, entre nous. Beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Beaucoup, beaucoup. Puis aujourd'hui, quand on se croise, c'est sûr que il y a une tendresse commune. On a vécu ce qui est venu aussi avec ça, le succès des Filles de Caleb. Roy, il pouvait plus marcher dans la rue. Là. Lui, ça a vraiment bouleversé sa vie. Moi, j'arrivais quand même avec mon bagage de lancer compte. Là, ouais. Puis toi, tu parlais justement tantôt de ton contact avec le public. Oui. Roy est un peu à l'antipode de ça. C'est pas parce que c'est un grand timide, Roy. Exact. Oui, c'est un grand timide. Il est très secret, Roy. Il est très réservé. Fait que pour lui, ça a été quand même majeur. Fait qu'on a vécu ensemble quelque chose de très marquant chez nous. T'sais. Vraiment. André Robitaille. Ben André, c'est un chum de radio, c'est un chum de théâtre. C'est avec André que j'ai connu la radio. T'sais. C'est lui qui m'a invité à venir à la radio. C'est encore un ami. Ouais. Elizabeth Taylor. Ah mon Dieu, face à face avec elle pour de vrai. À Los Angeles, dans un salon de coiffeur, je me préparais pour faire un film avec des Américains. Ça, c'est quand même une bonne anecdote. Là. C'est du name dropping. Là. C'est vraiment... Puis, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé. Ah. Puis le coiffeur avec qui je faisais les tests maquillage, c'était le coiffeur d'Elizabeth Taylor. Puis cette journée-là, il avait fermé le salon de coiffeur. Moi, je venais pour faire des tests maquillage coiffeur. Puis elle faisait faire sa teinture. Puis on était les deux seuls dans sa coiffeur. Vous êtes-vous jasé un peu? Puis je me suis levée, puis je connaissais pas cet endroit-là. Fait qu'elle était là, cette madame-là. Moi, je sais pas que c'est elle, là. Puis elle avait la teinture sur la tête. Je dis, pardon, elle est où la toilette? Puis elle m'a indiqué que c'était en haut au 2e étage. Mais là, tu te rends compte de quand? En montant les marches, je dis, c'est Elizabeth Taylor. Puis là, je pensais à ma mère. C'est la première personne à qui j'ai pensé. Je me disais, mon Dieu, quand je vais dire ça à ma mère, je suis dans le même salon qu'Elizabeth. Une dame charmante. On s'est échangé 3 mots, là. Ouais. Mais ça a quand même été marquant. Ouais. Mais c'est bon, t'as pas si inspiré que ça parce que t'en es toujours pas à 8 ou 9 mariages. Non, pas du tout. Les chandelles. Ouais. C'est quelque chose d'important. Ouais, moi, je suis une fille qui consomme beaucoup de chandelles. Pour moi, c'est... tu sais, de la chandelle, c'est de la lumière. Fait que j'ai des rituels. Quand je tourne, j'allume toujours une chandelle. Pour moi, ça se veut une énergie positive pour mon équipe, pour tout le monde. Fait que, ouais,
Moi, quelqu'un décède que je connais, j'allume des chandelles chez nous toute la journée pour la personne qui est décédée. Ouais, c'est de la lumière, c'est une vibration positive pour moi. Rôle qui t'a échappé ou tu t'es dit, hey, ça. Là, aucun. Jamais. Non. Non. Les rôles que j'ai pas faits pour différentes raisons, non, j'ai jamais eu de. Non, moi, j'ai pas. J'ai eu la chance qu'on m'offre des rôles extraordinaires. Puis non, moi, j'ai pas de regrets dans ce métier-là. Je trouve que j'ai été très gâtée. Je suis très gâtée. Puis non, il n'y a pas eu de rôles qui m'ont échappé. Puis les rôles que j'ai pas faits ou les projets que j'ai pas faits, moi, je crois beaucoup à fallait pas que ça arrive, tu sais. C'est ailleurs, faut que je sois ailleurs. Moi, je crois beaucoup à ça. Très sage, maintenant. Non, je pense pas que c'est une sagesse. Je pense que c'est... Comment dire? Je sais pas, je suis branchée sur la vie comme ça. Moi, je trouve que les choses arrivent pour une raison. Des fois, c'est des périodes difficiles de ta vie, mais je pense que tout arrive pour une raison. Je crois au destin aussi. Très cool. C'est drôle parce que je t'écoutais tantôt par rapport à comment tu as grandi dans un milieu anglophone beaucoup, par rapport à l'école. Italien, anglophone, italien. ouais. Tu as joué un peu en italien. Oui, aussi. Ça, c'est quand même cool. Tu as Oui. joué un peu en anglais aussi, mais Oui. tu n'as jamais eu des aspirations internationales. J'étais trop heureuse chez nous. J'étais trop occupée chez nous. J'ai jamais manqué de travail. J'aurais pu. C'est vrai que j'aurais pu m'en aller aux États-Unis. Ça m'a jamais intéressée. Puis je pense qu'à la base, c'est que j'aurais eu de la difficulté à m'éloigner de ma famille. J'aurais eu de la misère à m'en aller ailleurs. Ouais. On dirait qu'il n'y a rien à ton épreuve. Je te le disais tantôt au début. T'sais, on dirait qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières pour toi. À y penser vite comme ça, qu'est-ce qui te reste à réaliser? C'est de continuer, c'est pas de réaliser, c'est de continuer. Continuer à être là où j'ai envie d'être dans ma vie, dans mes projets. Puis j'ai cette chance-là, moi. J'ai toujours senti que j'étais là où j'avais envie d'être. J'ai jamais fait des choses en attendant ou j'ai jamais fait des projets que j'ai pas aimés. Non, ça continue comme ça. De pouvoir continuer à être là où j'ai envie d'être, puis de continuer à choisir ce que j'ai envie de faire. Puis c'est la plus grande richesse, je trouve. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, c'est d'être là où on a envie d'être. Tu sais, autant dans notre vie personnelle, familiale, amoureuse, amicale que professionnelle. C'est d'être là où on a envie d'être. Puis la vie, ça passe tellement vite. Puis plus on vieillit, plus ça passe vite. Fait que ce projet-là, si je reviens à l'album, puis avant qu'on commence, j'ai posé la question à tout le monde. J'allais justement là. Des rêves? Ouais. Tu sais, ben moi, mon rêve, là, il s'est réalisé de faire cet album-là. Puis ça fait partie de mon message, si on veut, ce projet-là. C'est de faire, hey, t'as-tu des rêves à réaliser? Essaye de les réaliser, tes rêves. Puis peu importe l'âge qu'on a, que t'en aies 20, 40, 50, 75, 95... Tu sais, tu regardes, on revient à Jeannette Bertrand qui vient d'avoir 100 ans. 100 ans, c'est ça n'a aucun formidable. bon sens. Elle continue à écrire. Puis moi, j'espère que je vais être comme ça. J'espère de continuer à être curieuse, puis de me permettre de me jeter dans le vide, puis d'avoir des gens qui ont envie de se jeter dans le vide avec moi, puis en qui, tu sais, les gens qui continuent à avoir confiance. C'est sûr qu'à 100 ans, confiance. se jeter dans le vide, on va être un petit peu plus... Oui. On va avoir bien du cousinage en bas. Mais c'est ça, c'est de continuer à rester curieuse, puis à avancer, puis de faire des choses qu'on aime, puis d'être heureux, tu sais. Moi, c'est ça ma quête dans ma vie. C'est drôle parce que normalement, on conclut en demandant à notre invité ce qu'il dirait à sa personne, tu sais, au début de ta carrière, à, je sais pas, 14-15 ans. J'ai l'impression que tu as un peu donné ce conseil-là. Oui. Déjà. Ben, c'est ça, c'est de saisir, hein, carpe diem, c'est saisir le jour, saisir ce qui se présente devant nous, puis savourer, puis dire merci, d'être dans la gratitude. C'est un mot qu'on galvaude beaucoup, là, qui est surutilisé, mais on va enlever le mot, là, mais juste l'essence de ça, là, on est en vie, tu sais. Marina, merci énormément pour ce moment-là. Merci à toi, c'était vraiment fun. Plaisir, ouais, de te retrouver. Je t'ai trouvé pas mal formidable. Ben merci, c'est Merci gentil. à toute l'équipe, vraiment. Il y avait de la matière quand même, fait que ça aide. Oui, mais il faut savoir la porter. Merci, Marina. Merci.